Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme tous les dimanches, maintenant vous êtes habitués à ce nouveau créneau. On va analyser votre samedi de rugby et parler du match de ce dimanche soir entre Toulouse et Clermont. Avec moi pour en parler aujourd'hui, on retrouve notre journaliste en charge du MHR, Simon Valzer. Salut Simon. Salut à tous, salut Zanar et salut Baptiste. En charge du MHR et pas que. Et on retrouve également notre envoyé spécial permanent dans la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Zanardi. Salut Nico. Salut Baptiste, salut Simon. Bon, on Un commence tout de plaisir suite de vous avec… revoir. Ah oui, ça faisait tellement longtemps. Ça nous touche, merci beaucoup. On commence du coup de suite avec l'enseignement du week-end. Ça y est, depuis hier, aucune équipe a 0 victoire en top 14. Il n'y aura donc pas de saison comme les Agenais l'an passé. La Rochelle s'est imposée largement face au BO, on n'en doutait pas. Et là, par contre, la vraie performance d'hier, c'est le Stade français qui avait perdu toutes ses rencontres, qui recevait le Castres Olympique, qui était invaincu, qui avait tout gagné. Et après avoir pris un carton rouge dès la 3e minute, Simon, les Franciliens ont quand même trouvé la solution pour s'imposer à 14 contre 15 pendant tout le match. C'est assez surprenant quand même. Ah ouais, c'est vraiment surprenant. On a vu, moi ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'à la fin du match, la joie, l'intensité de la joie des Parisiens. On avait vraiment l'impression que c'était qu'ils venaient d'accomplir quelque chose d'immense. Bon, c'est vrai que c'est un vrai tour de force qu'ils ont fait, surtout que quand on regarde bien la composition de Castres, moi, je trouvais que c'était vraiment une équipe taillée pour vraiment, qui avait vraiment les moyens de les mettre, vraiment de les gêner, surtout devant. Il y avait aussi une belle ligne de trois quarts, une belle paire de centres avec Botitou et Aguillon. Donc, il y avait vraiment de quoi faire. Et puis, c'est vrai qu'un carton rouge dès la 2e minute, bon, bah, on ne pouvait pas imaginer pire cauchemar, quoi. On a vraiment senti à la fin de la rencontre que c'était une délivrance, une joie. Bon, bah, tant pis pour le point de bonus offensif, là, parce que l'ailier Glover aurait pu, s'il avait un peu plus de jus ou il avait un peu mieux ajusté sa passe, peut-être qu'ils auraient pu marquer cet essai du bonus. Mais alors, vraiment, ils n'en avaient pas grand-chose à faire parce que c'était vraiment soulagé de cette victoire et on espère que ça va lancer leur saison. Ouais. Ouais, on se souvient que il y a 2 ans, Paris est passé vraiment très très proche de la catastrophe industrielle, sauvée par le Covid, hein, clairement. Alors il y a eu cette fin de saison l'an dernier qui les a remis, on pensait, dans le droit chemin, et je pense que le spectre quand même de cette saison d'il y a 2 ans planait sur les têtes des Parisiens. Et ouais, pour le coup, c'est un vrai soulagement d'avoir enfin débloqué le compteur. Surtout dans le contexte, on sait que jouer à 14 contre 15, ça peut être à double tranchant aussi, hein, ça peut transcender une équipe. Là, ils ont perdu leur capitaine, pratiquement leur meilleur joueur, celui qui leur assure une grosse stabilité en mêlée. Ils ont fait 100. On espère que pour eux, la saison est bel et bien lancée. Oui, parce qu'on est d'accord, messieurs, jusque-là, Simon, le début de saison du Stade français ressemblait à un début de saison de Kata comme ils avaient connu il y a 2 ans, avec déjà 3 défaites, dont une grosse la semaine passée en prime time à Toulon, la semaine d'avant, une grosse à l'extérieur aussi à Bordeaux et une défaite à domicile contre le Racing. Voilà, pour une équipe qu'on sait qu'elle peut avoir des doutes, commencer comme ça, c'était forcément voilà, un très mauvais bilan. Ah oui, bien sûr, moi je ne peux pas me permettre de dire que j'ai vu tous leurs matchs, mais en tout cas j'avais vu le premier contre le Racing et c'est vrai que ça avait été à sens unique, quoi. Ça nous avait vraiment rappelé le match de barrage de la saison dernière, si je ne m'abuse. Mhm. Ça leur avait fait mal d'entrée de jeu, puis surtout j'avais vu le match en revanche contre Toulon. Et là, ouais, clairement, contre Toulon, bon, ils y sont allés avec une équipe vraiment remaniée. Il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. On avait le jeune Léo Barré qui était titulaire à l'ouverture. Ils se sont fait beaucoup de passes dans la largeur, mais ils avaient beaucoup de mal à avancer. Et puis, ouais, ils n'avaient pas de réussite, quoi. Voilà, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de bien, derrière, il y avait toujours une faute de main ou une pénalité qui venait casser leur élan. Donc, oui, clairement, ils abordaient ce match avec la plus grande des trouilles, surtout contre une équipe comme Castres, voilà, qui n'est jamais plus dangereuse que quand qu'elle est outsider, un rôle qu'elle adore, et qui, comme je le dis encore une fois, avait vraiment une compo, de la puissance, notamment au niveau de sa troisième ligne avec Kevin Cornat, enfin, des mecs qui peuvent vraiment être agaçants, quoi, qui peuvent vraiment vous user sur toute une partie. Mais clairement, il n'y avait pas besoin de voir tous les matchs du Stade français pour comprendre qu'il y avait un problème. Ils avaient encaissé une moyenne de 37 points, je crois, sur les 3 premiers matchs. Ouais. C'était énorme, quoi. Alors, j'imagine qu'ils se sont mobilisés vraiment cette semaine autour de la défense. D'ailleurs, ça s'est ressenti. Même à 14,
Ils n'ont pas lâché, ils ont fourni une grosse opposition à Castres. Par contre, grosse déception Enfin, ouais, les Castrés, c'est une grosse déception parce que là, pour le coup, ils n'étaient peut-être pas outsiders, ils étaient peut-être même favoris sur la pelouse du Stade français, à 15 contre 14 qui plus est. Ils n'ont pas assumé leur statut et leurs ambitions. Alors, on sait que Castres à Paris réussit très rarement, mais quand même, c'est une vraie contre-performance, même s'il n'y a pas mort d'homme, hein, comme le disaient les Castrés eux-mêmes, c'est une contre-performance qu'ils ont réalisée à Paris, clairement. Très bien, on est d'accord, messieurs, ça reste quand même un gros tour de force des Parisiens, plus une contre-performance castreuse. On enchaîne avec la deuxième thématique, la question qui fâche. On va parler du MHR qui se déplaçait à Pau. Alors, le MHR qui, une nouvelle fois, a la transformation de la gagne ou du match nul, comme la semaine passée au stade toulousain. C'est Tolagne qui marque un essai juste après la sirène. Et une nouvelle fois, cette transformation pour ramener des points qui passent à côté. En deux rencontres, le MHR laisse 5 points en route au classement avec 5 points de plus. Ils en auraient 13. Ils seraient donc premiers provisoirement ce soir avant le match de Toulouse-Clermont. Simon, toi qui t'occupes de cette équipe, pardon, c'est 5 points déjà oubliés au classement en 4 journées. C'est inquiétant ou rassurant concernant les performances du MHR? Ben, c'est un peu à double tranchant, mais c'est vrai que ça commence à devenir légèrement agaçant parce que pour en avoir parlé avec le manager du MHR hier, Philippe Saint-André, il commençait justement à trouver à être ouais, passablement agacé par ces courtes défaites. Ça rappelle aussi autre chose, hein. L'année dernière, le MHR était le champion des courtes mais encourageantes défaites. On rappelle qu'ils ont vécu une série proprement horrible. Ils ont traversé une crise en plein cœur de l'hiver et c'était beaucoup de défaites courtes. Bon, quand même, la différence, je pense que là, il faut quand même faire une différence entre la saison dernière et cette saison. La première, c'est que le MHR marque énormément d'essais. Ils en ont marqué encore 4 hier à Pau. Philippe Saint-André disait qu'en un seul début de saison, ils avaient marqué certainement plus d'essais que sur toute une moitié de saison l'année dernière. Donc le potentiel offensif du MHR est là, enfin la force de frappe est là. Et ça, c'est une chose qui est rassurante parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Voilà, Montpellier avait du mal à marquer des essais. Là, on a l'impression que l'équipe fonctionne mieux, elle est plus dangereuse, elle est plus réaliste, elle exploite mieux ses opportunités. Après, ce qui est inquiétant, bah, oui, bien sûr, les buteurs montpelliérains ne sont pas en réussite. Benoît Payaug, on le rappelle, a été opéré des ligaments croisés. C'est une terrible blessure. C'est lui le buteur numéro 1 du MHR, qui est le plus fiable. En son absence, c'est Paolo Garbisi, l'ouvreur italien recru qui est arrivé lors de l'intersaison, qui assumait ce rôle de numéro 1 hier et encore la semaine dernière contre le Stade Toulousain. Contre le Stade Toulousain, il manque 5 points. Voilà, on rappelle que le MHR meurt à 2 points du Stade Toulousain. Ça aurait pu être une victoire de prestige qui aurait fait énormément de bien parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont gagner contre le Stade Toulousain cette année. Finalement, il passe à côté. Et encore hier, à Pau, malgré voilà, ces 4 beaux essais, c'est hyper dommage. Paolo Garbisi en difficulté. PSA demande à Anthony Boutier de tenter la dernière transformation, qui était, bon, il faut l'avouer, complètement sur le côté, pas facile à passer. Mais c'est PSA qui a pris, pour la petite histoire, c'est PSA qui a pris la décision de le confier à Anthony Boutier, tout simplement parce que Paolo Garbisi avait beaucoup joué, il était fatigué et surtout il était sur son mauvais pied. On rappelle que Garbisi était gaucher. La pénalité était complètement à gauche, alors que Boutier est droitier, donc il était, voilà, PSA qui a pris ce choix-là. Ouais, Ça n'a pas payé. Garbisi était visiblement agacé, mais bon, ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a encore laissé des points en route hier à Pau. Et voilà, il va vraiment falloir que ça va être un axe de travail des Montpellier. ouais, mais si je peux me permettre d'un œil extérieur, ça interpelle quand même. Enfin voilà, buteur, c'est un rôle qui nécessite énormément de confiance et je pense que Garbisi, en lui ôtant la transformation de la gagne, il l'aurait peut-être raté tout comme Boutier, mais j'ai l'impression que ça va peser sur sa confiance à ce garçon, comme ça va peser aussi sur celle d'Anthony Boutier. Là, alors ça aurait pu fonctionner évidemment. Là, je parle avec le recul de celui qui sait ce qui s'est passé, et c'est facile de critiquer, mais il y a peut-être eu une erreur de coaching, entre guillemets, à ce niveau-là.
Je pense que pour ce coup de pied, malgré tout, on aurait pu essayer de faire confiance à l'Italien, quitte à le décharger des tirs au but au match d'après. Là, je crains que ça ait eu un double effet qui se coule en négatif. Possible, parce qu'en plus, moi, j'étais au stade et je peux vous assurer que Paolo Garbisi, on l'a vu passablement agacé par cette décision. On l'a vu faire les 100 pas un peu à côté, voilà, avoir des gestes un petit peu d'énervement, pendant que Anthony Boutier se mettait en place pour tenter cette dernière transformation. Oui, je pense que tu as raison, Nico. Ça peut avoir Parce que un effet même doublement s'il l'avait négatif sur réussi, les deux hommes, Anthony, quoi. même s'il l'avait réussi, Anthony Boutier, Garbisi l'aurait, quoi qu'il arrive, très mal pris Ah et oui, ça il aurait l'aurait mal pris. forcément pesé sur sa confiance derrière. Ouais. C'était un choix. Voilà, c'est. Après, On ça se justifie n'épiloguera pas aussi. C'est vrai qu'il dessus. était sur J'espère son que la mauvais saison de pied. Machar ne pourra pas là, mais voilà. Ouais. Un langage corporel criant du coup pour Garbisi. Pour rester sur les Montpelliérains, voilà, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une défaillance individuelle des buteurs, mais Oui. collectivement, il se passe quelque chose quand même. Et j'ai envie de parler des recrues quand même. J'ai l'impression que tout le recrutement est bon cette saison côté MHR. On parle de Mercer, évidemment, de Dakuwaka, de Tolègne qui se retrouve à marquer après la Sirène, de Moroir qui avait été excellent ces dernières semaines aussi. On en parlait aussi de Garbisi, de Doumerou. Simon, on est d'accord, le recrutement montpelliérain est déjà une réussite. Ah ouais, là, clairement, ouais. Clairement, on a vraiment des joueurs qui sont performants d'entrée de jeu. Mercer, il est incroyable. Bon, il faut Il que était ça tourne. remplaçant Donc là, hier. il était remplaçant hier. Il a fait quand même une sacrée entrée en jeu. Tolègne a marqué 2 essais hier. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Dakuwaka, bon, bah, je ne sais pas comment ce mec peut jouer à l'aile, parce que je peux vous assurer, je l'ai vu en vrai, c'est un frigo américain, il est gigantesque. Donc il ne dépareille pas du tout au milieu d'une troisième ligne, c'est même le mec le plus solide du pack. On l'a vu avoir des Oui, puis attitudes de après, troisième ligne aussi sur le match, hein. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais bon, voilà, oui. Oui, Pour oui. l'instant, OMHR, il est plutôt utilisé en troisième ligne pour justement peser sur la ligne d'avantage, porter des ballons et faire mal surtout aux défenseurs, parce qu'il a vraiment il en impose physiquement. Moroir a fait un excellent match la semaine dernière. Là, il est un peu passé. Il n'était pas titulaire. Il n'a pas fait une très bonne entrée en jeu, notamment avec un lancer qui était très important, qu'il a mal négocié. Mais oui, Doumerou est très, très fort en défense, en attaque. C'est un bon régulateur de la ligne d'attaque aussi. Donc oui, oui, on peut dire que toutes les recrues sont au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le MHR. Très bien, messieurs. On va passer à la thématique suivante sur le coup de cœur. Et tu gardes la parole, Simon. Ça concerne l'USAP qui a une nouvelle fois gagné à domicile à Mézières. Ouais, voilà. Alors, mon petit coup de cœur du week-end, c'était l'USAP. Moi, j'ai regardé en rentrant de Montpellier, j'ai regardé ce match USAP Toulon à la télé. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas un match qui restera dans les annales, on va pas se mentir. 12-9. Beaucoup d'occasions, mais surtout énormément d'en avant de ballons relâchés, parce que j'ai l'impression que le terrain était extrêmement glissant, le terrain était vraiment trempé et le ballon était extrêmement glissant, énormément aussi de tension et de fébrilité du côté des deux équipes. Voilà, on voit que Toulon, ils ne sont pas encore en place, puis en plus privés de Sergio Parissé ou Facundo Isa. Enfin, voilà, c'est des joueurs irremplaçables dans leur effectif. Donc c'est sûr que le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous, mais on est content d'avoir retrouvé cette ferveur populaire d'Émile Giral. En plus, on a vu que l'USAP avait voulu mettre les petits plats dans les grands, avec ce show un peu à la façon du Racing. Je ne sais pas s'ils veulent copier le Racing 92 avec un show de lumière à l'entrée des joueurs. Un show de lumière qui a été un petit peu long d'ailleurs et pas tout à fait synchronisé avec l'entrée des joueurs, mais on a vraiment vu qu'ils voulaient marquer le coup, qu'ils voulaient faire plaisir à leur public. Et les Catalans, ils ont fait plaisir sur leur engagement sans faille jusqu'à la fin. Ils se sont vraiment accrochés. C'était vraiment des chiens de la casse, comme on dit, avec une belle entrée d'Alan Brasso aussi, que j'ai trouvé très percutant. Donc, bah oui, ça fait plaisir, même si le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous. Ce succès, il va leur permettre de quitter cette dernière place. Il me semble qu'ils étaient derniers avant ce match-là. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et par contre, ouais, ça inquiète en revanche du côté de Toulon. Il y avait le Stade français, La Rochelle juste derrière eux, en effet. Mais ils étaient voilà, en position délicate déjà pour le maintien. Nicolas, ton coup de gueule, par Ouais. contre, concerne un joueur lyonnais.
Ouais, alors j'aurais pu parler de Toulon, hein, parce que Ouais. la faiblesse, le déchet technique de Toulon au moment de conclure est terrible, quoi. En ce moment, on l'a vu contre le Stade français où ils gagnent, certes, mais ils ont raté un nombre incroyable d'occasions en route. Et là, bah, la seule grosse occasion qu'ils ont à Perpignan, ils la vendent d'une manière incroyable. Donc j'aurais pu parler de ça. Simon a choisi de faire son coup de cœur sur Perpignan, donc on va parler d'autre chose. Et ouais, j'ai envie de parler d'un All Black. Alors, je sais qu'il ne faut pas critiquer les All Blacks dans le milieu. C'est un mythe, le All Black. Voilà, Ouais, si, Nico, tu as le droit, on peut dire ce qu'on veut. ouais, Sauve-nous mais force aujourd'hui. est de constater que voilà, Charline Gataï à Lyon a réussi une première saison fantastique. Vraiment, il n'était pas pour rien dans le super classement lyonnais de sa première année, mais depuis, eh ben, ça patine. Voilà, l'an dernier, Lyon a clairement baissé de régime, lui aussi, et il y a un rapport forcément de causalité. Et cette année, malgré tout, ça continue. Alors, il est toujours capable de flamboyance, il a une facilité technique, il a une gestuelle incroyable. On se rappelle de cette sautée contre Clermont où il décale son arrière, c'est quelque chose de fabuleux. Mais par contre, il a beaucoup de déchets cette année en défense, quoi. L'entame de match du Racing, certes, elle est fabuleuse parce qu'il joue très bien, mais il y a 2 erreurs défensives de Ngatai qui sont énormes et qui les provoquent, ces essais, clairement. Et il sort à la mi-temps, alors blessé, pas blessé, chacun aura sa petite opinion. Punition, pas punition. Euh, mais le fait est qu'au sein d'une ligne de trois quarts lyonnaise qui était très remaniée, en plus, il faisait figure de cadre, et c'est celui qui est le plus passé à côté. Et je crois que si Lyon veut viser le top 6, Lyon aura besoin d'un Ngatai à son meilleur niveau. Il va falloir que ce garçon se ressaisisse parce que Lyon, voilà, a besoin de playmakers, a besoin de mecs capables de faire jouer ces individualités terribles, hein, des Nakaitasi, des Barassi, des Tuisova. Ils ont besoin de bons ballons. Et si Ngatai n'est pas à son meilleur niveau, offensivement comme défensivement, Lyon, je pense, aura du mal à être à la hauteur de ses ambitions. On sait que c'est un joueur qui a eu, en Nouvelle-Zélande, qui a eu beaucoup de problèmes, qui a fait des commotions à répétition. Je ne me souviens plus exactement s'il en a continué à en faire en France. Mais Nico, à ton avis, est-ce que ça ne viendrait pas de ça, qui maintenant qui joue un peu avec le Je frein à main crois que c'est un en joueur défense, quoi, parce de peur de refaire des commotions, quoi. Mais non, je pense pas qu'il ait peur, mais je crois que le rythme du top 14, la répétition des matchs, pèse par contre beaucoup sur ce genre de joueur-là qui était peut-être pas habitué justement à enchaîner comme ça, à encaisser des lourdes charges. Mais voilà, en plus, ils essayent de le décharger, Lyon, hein, des tâches défensives. Il est souvent dans le troisième rideau, on l'utilise pour son jeu au pied, etc. Mais voilà, hier, force est de constater que défensivement, il a coûté un peu cher. Et quand on voit que Lyon meurt à 4 points en deuxième mi-temps, Ouais. je pense que Pierre Mignoni peut avoir d'autant plus pas de colère vis-à-vis de Ngatai, mais voilà, il doit Ouais, se de poser quelques frustration. questions en ce moment. Très bien, messieurs. Et on conclut l'émission comme toujours avec le prono ce soir, Toulouse-Clermont, remake de la finale de 2019, toujours un classique du championnat de France. On va commencer par analyser le début de saison des Toulousains, qu'on rappelle, invaincus, premier avant cette journée. Est-ce que, voilà, on va pas non plus leur jeter des roses comme on fait assez souvent. Est-ce qu'on voit une défaillance côté Toulousain, Simon, sur ce début de saison? Est-ce qu'on voit une faille côté Toulousain? Non, pas une faille. C'est juste, c'est moche, mais ça gagne. Voilà. On va pas leur faire injure en disant ça parce que ils sont les premiers à le reconnaître. Voilà. Hugo Mola l'a encore dit cette semaine lorsqu'on a donné l'Oscar Midi Olympique à son capitaine étalonneur Julien Marchand. Voilà, ils sont encore loin de leur potentiel. Après, ça s'explique parce qu'ils ont une préparation hyper courte. Ils ont été obligés de donner 6 semaines de vacances à leurs joueurs. Et c'est franchement une bonne chose qu'ils aient fait ça parce que, bon, forcément, à force de gagner, de jouer autant de matchs, et bien sûr de les gagner, ils étaient cramés. Entre la Coupe d'Europe et le top 14, ils avaient vraiment besoin de 6 semaines, mais seulement ils ont une préparation hyper courte. Et forcément, voilà, ils ne sont pas encore tout à fait en place, notamment sur le plan offensif. Mais voilà, ils sont hyper réalistes. Moi, je les ai vus la semaine dernière contre Montpellier. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Enfin, ils marquent dès la première minute sur un ballon de récupération. C'est une équipe qui raffole toujours autant des ballons de contre. Et puis après, ils serrent les rangs en défense et ils s'en sortent comme ça. Mais je pense que, enfin, ils vont monter en puissance.
Et quand on voit, je pense que là, ils auraient tous signé des deux mains pour faire 3 victoires en 3 matchs. Là, c'est Surtout deux à évident qu'ils sont en l'extérieur. train de prendre des points très importants que d'autres équipes ne prendront pas. Toulouse, ils n'en Donc, sont qu'à 7 voilà. semaines de boulot, hein, alors qu'une équipe comme Clermont en est à 11 ou 12. Voilà, Ouais, donc ils se sont concentrés sur l'essentiel, la défense. Ils ont ouais. les individualités pour marquer en contre-attaque, ils le font. C'est une équipe à qui il est très, 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 très dur de marquer des points. Toulouse, c'est leur principal point fort aujourd'hui, il est clairement là. Voilà, alors pour avoir quelques petites informations, cette semaine, il y a eu une très bonne séance d'entraînement à opposition où ça a vraiment très bien bossé, où on commence a priori à revoir quelques situations de jeu telles qu'on les connaît. Je crois que la météo sur Toulouse ne sera pas si mauvaise, ça devrait leur permettre de se faire quelques passes. Clairement, c'est le match ou jamais pour trouver des marques, essayer des choses, parce qu'ils vont affronter une équipe de Clermont qui, historiquement, joue son jeu à Toulouse, n'est pas du tout du genre à occuper, à se contenter de défendre. C'est une équipe qui va vouloir jouer, qui va peut-être perdre des ballons aussi. On devrait assister à un match très ouvert. Et je pense qu'au niveau du spectacle, on sera aux antipodes de celui qu'on a pu regarder hier soir. Et Et tant mieux. ouais, non, oui, tant mieux pour le spectateur. Après, l'important pour les équipes, c'est de gagner, hein. Perpignan, ils sont très heureux du match qu'ils ont fait, j'imagine. Ah oui. Oui, bah, Mais voilà, en termes de spectacle, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très, très, très sympa. D'autant que, bah voilà, côté Clermont, Damien Penaud revient au centre. Donc, c'est aussi le signe de, pas d'ambition offensive différente, mais d'un jeu qui va être différent, qui va être peut-être plus tourné sur les extérieurs. On sait que la faiblesse défensive de Clermont, elle est aussi souvent là, sur les extérieurs. On peut penser que Toulouse va chercher à aller les embêter dans les couloirs. Donc, ouais, on peut s'attendre à avoir du mouvement, à avoir des passes, à avoir des équipes qui tiennent le ballon et un match très, très plaisant à regarder. ouais, l'association Tanivili, Damien Penaud, au centre, là, il y a vraiment de la vitesse. Puis en face, on rappelle le retour quand même de Pitaki, ce sera son premier match depuis le début de la saison, associé à Zach Holmes, qui fait très bien la maille depuis le début de la saison. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Ouais, Mais, ouais. ouais, il va y avoir un sacré duel là, hein. Ça va être... Vous imaginez que Toulouse était redoutable en défense depuis le début de l'année sans Pitaki. Ouais, Qu'est-ce que ça va être ouais, avec? ouais, Qu'est-ce que ça carrément. va être avec? Ouais, Ouais. ouais. Non, c'est Alors, impressionnant. puisque vous avez commencé à en parler, voici les compos. Pour les visiteurs clermontois, on aura donc Ravaille, Bérégaray et Ojovan en première ligne. Une seconde ligne, Gedrasiak, Vamaina. Une troisième ligne, Fischer, Fritzky, Yato. Comme on dit, voilà, ça peut faire des dégâts. Une charnière, Bézi Lopez, Raka et Pourayi Ozel. Vili Penaud au centre, comme on l'a dit. Et Matsushima à l'arrière. Voilà, Clermont ne fait pas l'impasse. Et vient, comme tu disais, Nico, pour jouer à Toulouse. Côté toulousain, on a donc une première ligne, Baye, Movaka, Tafiri. Une seconde ligne, Flamand, Rory Arnold. Une troisième ligne, Jolange Togofu à Cross. Dupont Tamac à la charnière, forcément avec Dupont capitaine. Ozel, Lebel, Médard. Au centre, Holmes et le retour de Pitahaki. Et à l'arrière, Thomas Ramos qui fait un début de saison formidable. Ceci étant dit, messieurs, Simon, un pronostic. Les bookmakers donnent logiquement les Toulousains vainqueurs. Toi aussi? Oui, oui, moi aussi. Moi, il me tarde de voir aussi un petit mot la troisième ligne toulousaine. Là, attention, là, Ah oui. Cross, Tolofua, Jelonche. Aïe, 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 non, mais ouais, enfin, va y avoir un sacré choc en troisième ligne, là. Oui, moi, je vois une victoire des Toulousains. Ouais, Nicolas moi, je aussi? vois un match serré. Moi, je vois un match serré. Voilà, il y a le retour de Gédrasiak devant qui va quand même apporter quelque chose à Clermont, je pense. Ce sont des matchs qui sont souvent serrés. On se rappelle du match de 2019 qui avait été quelque chose de fabuleux. Même la L'orgie. saison dernière, hein, juste après le titre de champion d'Europe de Toulouse, Clermont s'était accroché longtemps, avait pris un essai un peu bête juste avant la mi-temps qui les avait plombés, mais ça avait donné un match quand même relativement serré. Je pense que Toulouse l'emportera, mais un bonus défensif pour Clermont m'étonnerait qu'à moitié. Après, quand même, Clermont, ces derniers temps, on a l'impression quand même qu'ils sont branchés sur un peu courant alternatif, quoi. C'est pas une équipe Ouais, justement, là, en... là, pour la première fois depuis le début de l'année, pratiquement, ils vont évoluer sans pression, sans crainte de perdre. Qu'est-ce qu'on Ouais. risque d'aller à Toulouse sinon c'est talonné contre une grosse équipe? Je crois qu'ils vont se lâcher, au contraire, qu'ils vont réussir à voilà, jouer sans le stress qui les a un peu perturbés, notamment lors de leurs 2 précédents matchs à domicile, Mm. qui reviendra peut-être pour la réception du Racing, hein, mais là, ils n'ont Ouais. aucune raison de jouer petit bras avec le frein à main. Je crois que, au contraire, ils vont se lâcher et que ça va donner vraiment une opposition serrée et très agréable à regarder.
Comme c'est souvent le cas du coup entre Toulouse et Clermont. On se souvient également de cette première journée du championnat l'an passé qui avait été fabuleuse. Oui, aussi. Ouais. Notamment, voilà, qui s'était joué à quelques points. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Avec plaisir, toujours. De rien, avec plaisir. Toulouse-Clermont, c'est donc ce dimanche soir à 21h. En attendant, continuez de suivre l'actualité du rugby sur Rugbyrama et midioolympique.fr. Bon match à tous et bonne semaine de rugby. Au revoir. Au revoir. Salut.